et rentabiliser un projet CRM. Donc je me présente, je suis Frédéric Canevet, chef de marché chez Sage pour la gestion des clients au sens large, aussi bien le CRM que la gestion commerciale. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par un intégrateur et un de nos clients. Donc je laisse Denis se présenter. Donc c'est bon, vous m'entendez? Oui, ça a l'air d'aller. Donc je m'appelle Denis Laprey, je suis le président d'une PME spécialisée dans le secteur aéronautique, on est 45 personnes, qui fait des prestations de services. Donc prestations de services très techniques et dans le domaine aéronautique uniquement. Alors on a la chance d'être accompagné par un de nos meilleurs intégrateurs de la région parisienne. Donc Antoine, je te laisse présenter Self. Oui, bonjour, Antoine Egelé, président de Self Informatique. On est intégrateur depuis plus de 20 ans de Sage, de toutes les gammes, donc la ligne 100, la ligne 1000 et également tous les produits métiers comme le CRM et la gestion de production. Alors dans cette petite demi-heure, on va voir ensemble donc, des retours d'expérience. Alors moi, je donnerai un petit peu la voix de l'éditeur avec les bonnes pratiques qu'on a relevées après la mise en place de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de projets CRM chez nos clients. Après, bien sûr, il y aura Antoine qui donnera le point de vue de l'intégrateur avec les dizaines de projets qu'ils ont mis en place chez eux. Et bien entendu, et je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est la mise en place en vrai de vrai chez un client. Comment ça se passe dans la vraie réalité et comment ça s'est passé au LEM, en fait, l'installation d'un Sage CRM. Alors, la première chose, c'est ce qu'on dit toujours, un projet CRM, c'est avant tout de l'humain. De l'humain parce qu'en fait, c'est un outil qui va s'intégrer véritablement au process de l'entreprise, sachant que le but, ça ne sera pas en fait de reprendre ce qu'on a dans l'existant, mais de faire mieux. C'est-à-dire que des choses qu'on fait avec des tâches administratives, des dossiers qu'on s'échange, etc., tout cela, ça doit être automatisé. Les envois d'emails peuvent être automatisés avec des chaînes de prospection, de fidélisation. Bref, on va changer les habitudes pour donner plus de croissance à l'entreprise. On verra tout à l'heure avec le LEM. Tu me disais tout à l'heure que vous étiez une quinzaine il y a 5 ans. Maintenant, vous êtes 45. Donc, en fait, un outil permet comme ça de pouvoir accompagner et guider la croissance. Mais souvent, la première chose, je pense qu'on le verra tout de suite, le premier réflexe des personnes, en fait, quand on apprend qu'on va mettre en place un CRM dans l'entreprise, c'est pourquoi, à quoi ça sert, on fait comme ça depuis des années, pourquoi changer, ça marche bien, etc. La réponse, elle est simple, c'est parce qu'avec un outil, on va pouvoir casser un petit peu les barrières et les limites parce qu'on plafonne un petit peu avec son outil, sa structure ou son organisation. Et le but en place, c'est par exemple de changer de business model, passer plutôt sur du service, du récurrent ou des choses comme ça. Et si on reste toujours avec des outils un petit peu rigides, on n'arrive pas forcément à changer et à passer en plus d'agilité, plus de réactivité. Après, on veut peut-être avoir des systèmes d'information plus ouverts sur le web, sur l'email, etc., les médias sociaux, pourquoi pas. Enfin là, pour vous, ce ne sera pas forcément le cas parce que c'est plutôt B2B, mais dans le B2C, parfois, il y a ces demandes-là. Parfois, on veut plus d'échanges et de collaboratifs entre les salariés de l'entreprise pour qu'on travaille tous en commun et qu'on essaye de casser un petit peu les silos d'information. Et bien sûr, changer un petit peu les modes d'utilisation, pas mettre uniquement un ordinateur à la maison et puis un calepin ou un fichier Excel, mais parfois passer à quelque chose qui va numériser, digitaliser les échanges pour gagner du temps et gagner en fluidité. Alors, est-ce que Denis, tu peux nous parler un petit peu du LEM? Est-ce que vous avez eu ces problématiques-là? Quelle a été la réaction en fait quand vous avez dit on va mettre en place un CRM dans l'entreprise? Donc effectivement, la réaction de base des gens lorsqu'on leur amène un outil, c'est d'essayer à travers l'outil de reproduire ce qu'ils ont toujours fait. Donc en fait, le premier réflexe des gens, c'est de dire est-ce qu'on peut modifier le logiciel pour qu'on puisse continuer à travailler de la même façon. Moi, c'est les expériences que j'ai vécues. Alors beaucoup moins chez LEM dans la mesure où en fait, l'avantage, c'est qu'on construit l'équipe en même temps qu'on construit l'outil. Donc moi, j'ai cette chance-là de ne pas avoir la problématique habitude ou on va dire à un moindre degré. Mais malgré tout, j'ai quand même rencontré cet aspect-là. Donc j'ai complété moi l'intégration de la solution par une formation de management du changement. Donc il y a des formations qui sont assez bien faites. Ça prend une journée. Il y a pas mal d'organismes qui le font. Mais en une journée, en fait, les gens sont sensibilisés à ce management-là. Et puis au moins, on l'a fait pour la CRM. Ça permettra d'être applicable pour les autres solutions s'il y en a. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Mais il ne faut absolument pas négliger cet aspect-là. Alors, s'il y avait un conseil à retenir de la formation sur le conduite de changement que vous avez appliqué lors de la mise en place du CRM, ça serait lequel en fait? Un des conseils, c'est oui, il y en a pas mal, mais la première chose, c'est déjà de communiquer et d'impliquer les équipes.
de façon à ce qu'effectivement, nous, on l'a fait un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on a décliné le processus commercial tel qu'il est, et on a essayé d'intégrer le logiciel tel qu'il était, sans en faire les modifications, en disant, voilà, comment on peut l'utiliser comme un outil. Enfin, le réflexe à avoir, c'est de dire, voilà, on a un outil, et on est parti sur une solution standard au départ. On a cet outil, dans la mesure du possible, on s'adapte à l'utiliser sans demander aucune modification. Et déjà, ça oblige les gens à se creuser un peu la tête. Après, bon, des modifs, il y en a. Mais voilà, c'est essayer de rester dans le standard pour garder un petit peu une structure et après le personnaliser. Et puis, de vous à moi, ça coûte moins cher de rester sur la solution standard. C'est l'aspect rentabilité. Ben justement, là, on parlait un petit peu premier projet au renouvellement. Je pense que vous étiez justement dans le cas premier projet avec hiérarchiser les besoins, ne pas chercher à transposer l'organisation, penser plus en fondation et en organisation plus qu'en résultat concret, ne pas penser technologie, mais penser vraiment à ce que ça va apporter. La résistance au changement, on a parlé, et ne pas passer en outil de contrôle, mais un outil qui va permettre de vraiment gagner du temps. Ça, c'est plutôt le premier projet où on essaie un petit peu de définir ses besoins. Et le projet qui est plutôt en changement de solution, où là, on sait ce qu'on a, on sait à peu près où on veut, et on veut vraiment gagner du temps. Alors, je pense que, Antoine, toi, tu as vu ces deux cas de figure arriver chez tes clients ? Oui, tout à fait. Au fait, sur la première partie, où c'est une première installation, l'idée d'aller au niveau du standard est très intéressante parce qu'on peut avancer très, très rapidement par rapport à ses besoins. Et ce qu'on cherche, c'est à regarder en rentabilité qu'est-ce qui est chronophage chez les clients, chez les commerciaux ou chez les personnes du marketing. Et on automatise ceci, ce qui va motiver la participation de tout le monde sur le projet. Quand on parle d'un changement, on définit bien sûr le système cible, une analyse qui est là et toutes les améliorations. Donc notamment, je peux citer au niveau de Compass, les pages jaunes, il y avait aucun outil pour les commerciaux et c'est devenu aujourd'hui l'outil des 120 commerciaux avec la filiale Espagne également. D'accord. Alors, on va passer maintenant aux règles d'or. Il y en a 7. On a listé vraiment ce qui vous permettra de réussir votre projet. La première chose, c'est véritablement intégrer le projet CRM dans la stratégie de l'entreprise. Je le dis toujours, le CRM, ce n'est pas la solution, c'est juste un outil. C'est véritablement le bras armé de votre stratégie. Donc avant même de commencer à vous dire « j'ai besoin d'un CRM », vous déjà vous dire « quel est mon métier » ou « quel sera mon métier dans les années à venir ». Comment évolue mon secteur d'activité? Comment évoluent mes concurrents? Quelles sont leurs bonnes pratiques? Est-ce que pour développer mon business, je ne vais pas devoir changer un peu ma gamme de produits? Je ne vais pas devoir proposer des nouveaux produits, services? Quelles vont être les évolutions de mon secteur d'activité? Je pense dans l'aéronautique, on parle beaucoup de l'international, de la concurrence, essayer d'aller attraper des marchés en croissance, des marchés émergents, être plus réactif, des clients qui ne demandent pas forcément du prix, mais plus de services. Après se dire, comme disait Antoine, qu'est-ce qui va donner le plus d'impact tout de suite? Est-ce que c'est la qualité de service? Est-ce que c'est les ventes, etc. Et je pense que, quand tu l'as dit tout à l'heure, l'entreprise a changé un petit peu sa culture, qui était très technique, ingénieur. Elle est passée à une culture qui est plus commerciale, technico-commerciale. Donc comment on peut y arriver? C'est vraiment la première chose. Et comment les salariés vont pouvoir gagner en efficacité? Je pense que tu as peut-être un ou deux exemples à donner là-dessus, dans votre cas. Oui, en fait, de toute façon, nous, le point de départ au projet, c'était de se différencier des concurrents. Alors, le secteur sur lequel on travaille, aéronautique, déjà, on fait partie des chanceux en ce moment sur lesquels on a de l'activité et du développement. Autre chance que j'ai, c'est que nos services sont plutôt rares. On est sur une niche, c'est des services très techniques, avec peu de concurrence, mais malgré tout, il y a de la concurrence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'aéronautique, c'est un vieux domaine avec des vieilles habitudes, mais vous pouvez très bien être prestataire de service sans avoir de commercial ou avoir un commercial qui n'a jamais rencontré ses clients. Donc moi je me suis dit c'est quand même un petit peu dommage. Donc nous la stratégie de l'EM, ça a été de se dire soyons présents vis-à-vis de nos clients, soyons réactifs. Traitons les demandes de prix dans des délais. Alors on a une ambition, c'est de traiter toutes les demandes de prix en 24 heures. Et avant, c'était combien de temps? C'était plusieurs semaines. Donc de plusieurs semaines, l'ambition à la fin de l'année, c'est arrivé à 24 heures. Oui, enfin c'était plusieurs semaines. Moi j'ai racheté l'entreprise il y a 5 ans. J'ai même des clients avant qui, de toute façon... Vous savez, l'aéronautique, ce sont des gens parfois un peu arrogants qui disent on n'a que les clients qu'on mérite. Moi, j'ai plutôt une approche un peu différente, c'est de rendre service.
Donc le service client, la relation client-fournisseur, ça a été le point clé de ma stratégie. Et à un moment donné, j'ai envie de dire, c'est même la personne du commercial chez moi qui est venue me réclamer la solution CRM en me disant j'ai vu, alors on voit des démonstrations diverses et variées, j'ai vu que la CRM pouvait être un outil, donnez-le-moi parce que moi j'en ai besoin. Aujourd'hui, je m'en sors pas tel que je le fais aujourd'hui. Et puis, on connaît tous la problématique du fichier Excel géré par une collaboratrice, du fichier Access créé parce qu'il y a quelqu'un qui aime bien faire ça à côté. Et puis, quand vous avez le client au téléphone, vous dites tiens, j'ai besoin de retrouver la dernière offre de prix. Qui est-ce qui l'a fait? Où est-ce qu'elle est rangée? Donc voilà, ça c'est. Aujourd'hui, j'ai plus ce problème-là. Mais... Alors, est-ce que ça a eu, on parle de rentabilité, est-ce que ça a eu un impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise d'avoir cet outil-là? Qualitativement, est-ce que vous dire, voilà, j'ai réussi à avoir des clients, ou j'ai réussi à augmenter mon chiffre d'affaires, ou c'est plutôt dans le relationnel pour se dire, voilà, je suis plus proche de mes clients qu'auparavant? Aujourd'hui, je pense que l'impact sur le chiffre d'affaires, il se fait naturellement par le biais du bouche à oreille. C'est-à-dire que l'EM, il y a 5 ans, était pratiquement monoclient. Aujourd'hui, on a 250 comptes clients actifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre client principal reste historiquement Snecma, qui est Snecma Groupe Safran, et que toutes les autres sociétés du groupe Safran ne connaissaient pas l'EM. Ou plutôt se disaient, de toute façon, ils ne travaillent qu'avec Snecma, et si on vient chez eux, ils sont déjà bien chargés avec Snecma, donc ils n'ont pas de temps à nous consacrer. Donc finalement, en se montrant réactif, en travaillant avec un premier partenaire, le bouche à oreille marche très très bien. Et aujourd'hui, on a des clients qui viennent spontanément chez nous en disant écoutez, il paraît que vous êtes rapide, en tout cas sur les traitements des demandes, et en plus que vous êtes rapide en cycle. Après, ils sont quand même sceptiques, ils nous demandent de le prouver. Mais globalement, oui, je pense que cette stratégie-là, elle paye. D'accord. Donc, c'était la première règle. On parlait aussi de structurer ses besoins. Donc la théorie veut qu'on réalise un cahier des charges pour justement dire un petit peu qu'est-ce qu'on veut nous. Dans une entreprise, parfois, on a un petit peu l'utopie de ce qu'on voudrait avoir, le logiciel idéal, et puis il y a la réalité des choses. Donc il faut parfois définir ses priorités, ce qu'on veut vraiment travailler. Et ça aide également le partenaire intégrateur à cadrer le projet. Donc le but, c'est vraiment d'avoir le périmètre d'application, qui, quoi, où, comment, avec quoi. Bien sûr, proposer un planning, et souvent on travaille en phase pour ne pas tout révolutionner d'un coup, mais vraiment arriver à travailler sur ce qui est le plus important, qui donnera vraiment un impact maximal au départ. Bien sûr, avec un cahier des charges, on le verra, qui peut être plus ou moins formel et qui peut bien sûr être validé par le client, le partenaire, et on se met d'accord, ok, on va ça. Donc bien sûr, être clair sur les éléments qui définissent le début et la fin, pour qu'on dise ok, on commence à telle date et on finit avec tel périmètre fonctionnel pour éviter les malentendus, etc. Et bien entendu, faire évoluer ce cahier des charges et toujours le garder, parce que c'est lui qui servira vraiment de référentiel si jamais le client disait voilà, je veux ci, je veux ça, etc. etc. Donc nous, ce qu'on recommande aussi, et c'est qu'on fait souvent avec Self Informatique, c'est qu'on fait la journée type d'un utilisateur. Ça peut être un commercial, un technicien, et on se dit voilà, un commercial arrive dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il fait la première journée? Il fait ci, il fait ça, et ça permet vraiment de se dire que la solution va correspondre véritablement au projet. Mais bon, je le disais, ça c'est la partie théorique. Je crois en fait dans le projet du LEM, c'était un petit peu différent. Denis? Nous, on n'a pas été très très fort, donc on est parti sans cahier des charges. En fait, le cahier des charges, c'était dire d'utiliser la solution standard. Bon. Alors après, comme quand on nous présente le logiciel, le réflexe commercial peut-être de l'intégrateur, c'est d'offrir des fonctionnalités complémentaires. Et le premier réflexe de l'équipe commerciale qui a vu la présentation, ça a été de demander des choses spécifiques. Donc on a commencé à faire un cahier des charges sur une journée. Et puis on a laissé passer du temps, quelques semaines, 2 ou 3 semaines. Et puis l'intégrateur, donc Michael, est revenu pour nous présenter les petites modifications qu'il avait fait. Et puis les commerciaux qui n'avaient pas travaillé sur le support, etc., ont commencé à poser des questions en disant mais pourquoi on a demandé ça? Donc en fait, au moment où ils ont fait cette première journée d'intégration, on a phosphoré et puis on a demandé un truc, puis au bout d'un moment on se demande pourquoi on l'a demandé, à quoi il sert. Enfin, je me souviens, on était parti dans quelques délires. Donc là j'ai dit on arrête tout. On déploie tel qu'il est, donc on a importé les données. Bon, on gère les clients, on gère les fournisseurs aussi. On a importé la base client, on a importé la base fournisseur, et puis on s'est dit, on travaille avec la solution standard pendant un temps suffisant. Vous notez tout ce qui vous déplaît pendant un temps suffisant, et puis après, on reverra l'intégrateur à ce moment-là.
Et puis au final, on se rend compte que le standard, il rentre dans les mœurs. Hein. Puis en plus, bon, il y a eu un salon du Bourget entre les deux qui fait que pendant 3 mois, on n'a pas eu le temps de discuter beaucoup avec l'intégrateur. Et puis au final, là, il est revenu une demi-journée. On a intégré quelques éléments spécifiques de gestion qualité aéro, la gestion du risque client, un certain nombre de choses. C'est vrai que, étant moi-même de formation qualité et manager qualité d'origine, donc j'ai demandé à intégrer un certain nombre de fonctionnalités pour répondre à l'ISO ou à l'EN 9100 qui est le référentiel aéro. Mais au final, on est très très proche de la solution standard aujourd'hui. Alors Antoine, est-ce que tu as quelques mots justement à rajouter sur cet aspect cahier des charges? Est-ce que c'est un cas exceptionnel ou c'est un cas plutôt isolé de travailler comme ça directement avec la solution standard? Mais disons 50-50. On a aujourd'hui dans pas mal de clients qui n'ont pas d'outils CRM. La première approche qui est la bonne, c'est de simplifier, c'est de dire aujourd'hui, pour vous rendre opérationnel rapidement, en fait, on va attaquer avec les fichiers, les bases, la reprise, comme le disait Denis justement, et on va commencer à saisir des actions. Comme on peut avoir très souvent une partie métier et le client est déjà sur un outil spécifique, et dans ce cas-là, c'est très important qu'on fasse une analyse tout en essayant, comme l'a dit Denis, également de simplifier. Donc nos consultants, nos chefs de projet, on recule parce qu'on a en face des patrons de PME qui ont les mêmes besoins qu'une grande société, mais pas nécessairement les mêmes ressources et pas nécessairement les mêmes budgets. Donc on se doit de faire le projet par phase et d'être très attentif à ces points. D'accord. Alors, on arrive à la règle numéro 2, lutter contre la résistance au changement. Donc, vraiment, c'est définir les buts du CRM. Ce n'est pas un outil pour fliquer les utilisateurs, ce n'est pas un outil de la direction, mais c'est un outil qui doit les aider. Moi, je dis toujours, à quelqu'un qui fait de la paye, quelqu'un qui fait de la compta, quelqu'un qui gère les stocks, il a un outil qui lui permet de faire gagner du temps. Un commercial, quelqu'un de service technique, a aussi besoin d'un outil qui va automatiser son travail et le simplifier. Donc, il faut vraiment l'expliquer, et puis expliquer également que l'entreprise doit mûrir. Quand on passe de 15 salariés à 45 salariés, on ne peut plus faire juste du discours autour de la machine à café. Il faut que ça soit un peu plus formalisé, que ce soit écrit dans le logiciel, qu'on partage de l'information. Donc privilégier une culture plutôt orale et une culture qui devient plutôt écrite, passer du papier, de la feuille volante à l'informatique et à l'automatisation, parce qu'on va essayer de faire mieux qu'avant. Donc ce n'est pas un outil de surveillance. Parfois, il y a du donnant-donnant. On donne parfois du positif aux commerciaux. Je pense que vous, pour la prévision de vente, vous m'avez dit que ça va vraiment changer le jour et la nuit. Oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le budget commercial, il y a un an, on n'était pas loin du papier et du crayon. On avait un fichier Excel avec une évolution client par client, sans visibilité sur les affaires en cours. Donc, pour peu que vous ayez chiffré, vous ne saviez pas de toute façon quel était le montant des affaires que vous aviez chiffrées, avec qui, etc. Et globalement, les premiers budgets commerciaux, c'était on prend une liste de clients, on a fait 20 000 l'année dernière. Bon, il est plutôt sympa, on s'entend bien, on va faire 25 000 cette année, ou alors il n'est pas content, donc on va rien faire. Bon, ça marche bien au début, et encore. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le suivi des offres, et puis si on intègre et qu'on définit des règles claires avec les commerciaux pour donner, en fait, valoriser les affaires et qu'ils évaluent au bon moment le pourcentage de réussite, on a des données beaucoup plus factuelles pour déterminer un budget commercial. Et globalement, le dernier budget commercial, on l'a tenu de l'ordre du %. Donc, après, ce qui est gênant, c'est que sur une taille d'entreprise comme la mienne, vous faites 1% de moins commercialement et 1% de plus au niveau charge, le résultat, il varie. Donc, je préférais que le pourcent soit dans le bon sens. Donc, ça, c'est le challenge pour l'année prochaine. Mais oui, c'est un outil là-dessus. Et puis, moi, je partais de zéro reporting. C'est-à-dire que, commercialement, de toute façon, l'entreprise n'avait même pas de comité de direction il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, le reporting est fait assez facilement. On sait ce qui est en cours, on sait aujourd'hui, et on intègre également un certain nombre de choses et de retours d'infos de nos clients. Et puis, un dernier cas concret, on parlait du papier et du crayon. Le Salon du Bourget, il y a 2 ans, on avait une centaine d'invitations envoyées à nos clients. On l'a fait à la main. Ça nous a pris pas mal de temps. Là, cette année, on a fait un mailing. Grâce à la CRM qui venait d'être installée, on a envoyé une proposition d'invitation à nos clients qui ont répondu « on veut venir ». Et puis derrière, on a envoyé les invitations, non pas par papier, mais via un mailing avec... et derrière, on a intégré tous les résultats des visites clients et des prospects. Alors que tout ça, on n'avait pas. Voilà. Donc concrètement, ça facilite quand même un petit peu la vie.
Alors on va arriver à l'aspect en fait gestion des hommes. Là, j'ai mis en fait un schéma à l'écran qui résume la gestion de projet de manière générale. Normalement, dans tous les projets, on a ce genre de schéma-là. Au début, on a un déni, genre ah non, ils ne vont pas changer ça dans l'organisation. Ensuite, il y a un petit peu la colère, entre guillemets, qui monte parce qu'on va changer les habitudes de travail, ça va être la révolution, ça ne marchera jamais, etc. Après, on arrive à la phase de marchandage, disant oui, bon, je veux bien si vous changez ceci, cela. Après, la phase de démotivation, on se dit bon, allez, on n'a pas le choix, il faut prendre le CRM. Et puis après, donc résignation, adaptation, appropriation. Donc, on a généralement 2 cas de figure. Le premier, en fait, la ligne verte à l'écran, où on est vraiment dans l'aspect la bonne gestion de projet, où justement on réduit cette phase de démotivation, cette phase de colère, on anticipe via de la communication, définir ce qui peut être modifié ou pas, écouter, encadrer, laisser s'exprimer les personnes. Et puis il y a bien sûr la mauvaise gestion de projet. Alors c'est pas marqué bonne, hein, j'ai marqué bonne, mais c'est en noir, c'est la mauvaise gestion de projet, où on laisse travailler les émotions. Donc est-ce que vous l'avez remarqué, je sais pas, Antoine ou Denis, sur un projet CRM, est-ce que vous avez vu un petit peu ces réactions-là, ou vous avez réussi à anticiper justement avec de la communication, du management, de la conduite du changement ? Oui, on a connu les phases qui vont bien. De toute façon, les premières réactions, surtout chez les gens qui ne l'ont pas demandé, c'est de dire de toute façon, nous, ça marchait très bien comme ça, pourquoi vous nous demandez tout ça ? Après, ce qu'il faut, c'est... Bon, nous, on l'a fait un peu particulièrement, c'est-à-dire qu'on a utilisé l'outil à 2, c'est-à-dire je l'ai utilisé et ma directrice commerciale. Donc on s'est dit, on joue avec pendant un temps suffisant, et quitte à faire, si on est en colère, de toute façon, ça restera entre nous. Et donc ce qui fait qu'on a joué, on a essuyé les plâtres, et puis surtout... on a fait derrière une présentation aux utilisateurs, hein, puisque en plus, mais je m'étais trompé. Au début, je vous avais pas demandé assez d'utilisateurs, vous voyez, donc c'est bon signe. J'avais demandé 5 en me disant si j'en ai 5 qui veulent jouer avec, c'est déjà bien. Et il a fallu qu'on passe rapidement à 10, enfin à 9 ou 10. En fait, on n'a pas forcément présenté les solutions, on a présenté les bénéfices pour les gens, en leur disant voilà, aujourd'hui, ce que ça vous apporte à vous et ce que ça m'apporte à moi. Alors, il faut valoriser les bénéfices concrets pour le commercial, pour le marketing et les services techniques. Alors, je pense que vous, il y avait quelques bénéfices pour le commercial. Ouais. Quel est, pour vous, on l'a vu, le reporting, le suivi des ventes. Pour le commercial, quel était pour lui son info et quel message vous lui avez en fait fait passer en fait ? Pour le commercial, lui, le principal outil qu'il avait, c'était la visibilité sur ses affaires en cours et sur les relances. Parce que, bon, encore une fois, nous, société où on gérait 1 ou 2 devis par mois il y a quelques années. Aujourd'hui, on fait entre 200 et 300 devis par mois. Quand vous gérez entre 200 et 300 devis par mois, c'est quand même pas évident de savoir où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez relancé, est-ce que le client est satisfait, est-ce que vous allez avoir la commande ou pas. Donc aujourd'hui, effectivement, le commercial, il a en quelques clics, il a une information sur l'état d'avancement de ses offres en cours, quoi. D'accord. Alors bien sûr, pour le marketing, ça peut être quelque chose d'un peu différent. On parle beaucoup d'intégration, par exemple avec les solutions d'emailing, pour savoir qui a cliqué, qui a ouvert, faire de la segmentation comportementale selon les besoins, parce qu'on connaît tous l'envoi de messages classiques, etc. Mais maintenant, on peut savoir, selon la typologie d'email ouvert, selon le type de clic, de lien, on peut se dire cette personne est plutôt sensible à telle thématique ou tel argument, ou savoir selon le lien qui a été cliqué si le process de maturation d'achat est plus ou moins évolué. Donc on arrive vraiment dans un marketing entre guillemets 2.0 où on va pouvoir en fait être beaucoup plus fin dans les analyses et pas envoyer le même message à tout le monde. Après, le service technique, c'est l'automatisation, garder la connaissance, base de connaissances internes, externes, etc., qui font gagner du temps. Et bien sûr, tout ce qui est automatisation, la mobilité, je pense que tu l'as vu souvent chez des clients. Oui, tout à fait. En fait, on a des clients qui veulent saisir des commandes, avoir accès au niveau des informations. Et c'est clair que l'offre de Sage, elle offre ces possibilités-là. Alors, on arrive à la règle numéro 3. Donc, justement, on parlait de Sage. C'est intégrer la solution CRM au système d'information existant. Donc, une liaison, si possible,
avec le RP pour récupérer les données, avec une intégration aussi au système d'information. Hein, ça peut être du Outlook, ça peut être par exemple un formulaire qui est sur le site web, etc., etc. Et puis bien sûr, il y a la récup des données. On le dit toujours, hein, garbage in, garbage out. Si on ne rentre pas des bonnes données qualitatives dès le départ, après, quand on va utiliser la solution, ça ne va pas être extraordinaire. Donc il faut essayer de récupérer les données tout en étant quand même raisonnable, puisqu'on sait très bien que 80% des données vont être faciles à récupérer, et les 20% qui restent, généralement, vont être complexes, puisqu'il y a des imports, des filtres, des paramétrages, etc. Donc toujours se dire, je ne vais peut-être pas récupérer 100% l'historique depuis 10 ans, mais peut-être garder uniquement un historique depuis 2, 3, 4 ans, en fait. Ça dépendra bien sûr du secteur d'activité. Alors la règle numéro 4, c'est donner les informations utiles aux utilisateurs. Vous avez passé une bonne pratique, hein, c'est passer du standard et rajouter un petit peu les éléments, mais c'est analyser l'organisation, identifier les limites, impliquer les opérationnels, les gens qui utilisent vraiment l'application, communiquer sur l'intérêt, c'est ce qu'on a vu il y a quelques minutes, et puis surtout réfléchir en amont. Parce que parfois le temps qu'on a mis... qu'on va mettre en fait après pour l'optimisation de quelque chose qui a été mis en place, aurait pu être gagné si en fait on avait réfléchi en amont à l'élément, et surtout ne pas penser, comme on le dit, à l'utopie, mais vraiment penser à la vraie réalité et à quoi ça va servir véritablement dans l'entreprise. Alors on va arriver à la 5. La 5, c'est mettre en place un projet CRM dans l'entreprise. On dit souvent que 50% du facteur de réussite d'un projet CRM, c'est la personnalité du chef de projet ou l'implication de la direction. Alors souvent, il y a un comité de pilotage quand on est dans une grande structure. Hein. Là, vous étiez 2, en fait, vraiment à piloter. Ouais. Mais généralement, il y a le dirigeant qui est là pour montrer que la direction vraiment s'implique, prendre des décisions rapides et pas attendre qu'il faut demander à la direction un email, etc. Mais quelqu'un qui ait le pouvoir de diriger, un chef de projet qui est là pour gérer et faire en sorte que le projet se mette en place, des utilisateurs et bien sûr le partenaire là-dedans, qui soit là en fait en tant que véritable partenaire et pas uniquement un exécutant. Alors je pense que vous deux, vous avez un petit peu des exemples là-dessus. Vous étiez plutôt en situation un peu plus light, avec quelque chose qui était plus concentré, plus rapide, plus agile. Oui. On était sur un... moi où je joue le rôle de dirigeant et de chef de projet, c'était assez simple d'avoir l'engagement de la direction. Après quelques utilisateurs, les premiers, et puis effectivement l'intégrateur, donc avec quelqu'un qui nous accompagne depuis le début, et puis qui a cette faculté de trier aussi les demandes des clients, ou plutôt des utilisateurs, en disant ok, c'est une très bonne idée, mais voilà les conséquences que ça va pouvoir avoir. Hein, je vais prendre un exemple, c'est à un moment donné, on veut créer souvent des questionnaires, ou plutôt des réponses à choix multiples, en se disant mon client il aime, je vais prendre des cas concrets, il aime bien les poireaux, les carottes, les patates et les choux, et accessoirement les haricots du moment qu'ils soient rouges. Et après ils vont cliquer des petits trucs là-dedans. Donc c'est super, on a plein d'informations, mais derrière en recherche, aucun intérêt, parce qu'on se retrouve avec des listes. Donc la faculté que l'intégrateur a, c'est de dire ok, vous voulez ça, pourquoi ? Et si vous l'avez, qu'est-ce que vous allez en faire ? Et là-dessus, il a été plutôt fort, parce que même moi, parfois, je me suis un peu égaré dans certaines demandes. donc là, il faut... moi, c'est ce que je suggère, c'est de faire confiance à l'intégrateur sur ce genre de choses, parce que lui, derrière, il connaît les conséquences. Alors après, si vous insistez, il va vous le faire, hein, c'est pas un problème. Hein. Tout est possible en informatique, il paraît. On essaie d'éviter des développements spécifiques et de poser justement, comme le disait Denis, les questions du pourquoi, du comment. J'insisterai sur un point, c'est l'intégration avec le système d'information actuel du client. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée, parce que le commercial, on ne va pas lui demander d'avoir deux outils, un outil pour les rendez-vous et un autre pour voir les commandes, les factures que nous doit le client. Donc, dans le cas de l'AM, c'était une intégration avec CJ de PMI. Dans le cas de Griffin, qui est un sous-traitant de Louis Vuitton, c'était une intégration avec MFG Pro. Mais on est sur le salon, sur le stand 28B, donc je vais laisser la place pour avancer comme on est du retard, si vous avez des questions. Alors on va arriver à la fin des 7 règles d'or. Après, on parlera de quelques éléments, quelques rappels de règles complémentaires et des conseils et la rentabilité. Donc la 6e règle, c'est contrôler que bien sûr la solution est bien adoptée. Vérifier que les utilisateurs utilisent l'application. Ça paraît bête, mais parfois en fait, il y a certains commerciaux qui gardent un petit peu le CRM de côté. Et donc il faut vérifier qu'ils l'utilisent vraiment, qu'ils l'enrichissent.
et qui bénéficient eux aussi et qui fassent bénéficier de la direction de tous les éléments. Parfois, on peut prendre des indicateurs ou former des super utilisateurs qui sont là pour être dans la proximité, pour aider. Et souvent, en fait, ce qu'on préconise, c'est 1 ou 2 mois après la mise en place du projet, faire une piqûre de rappel, former un petit peu les gens sur des choses qu'ils n'auraient pas compris, et puis un petit peu modifier la solution. Je pense que vous avez fait un petit peu la même chose dans votre entreprise. Ouais, aujourd'hui, là, on est dans la phase où on se laisse du temps. Et où je pense d'ici la fin de l'année, on va effectivement faire évoluer la solution, peut-être même vers une simplification, mais voilà, pour l'instant c'est plutôt ça. Mais là on est dans la phase où, voilà, enfin, j'aime bien utiliser l'expression jouer avec parce que c'est vrai que c'est un environnement en plus convivial, donc voilà, en ce moment on l'utilise au maximum. Puis voilà, chaque utilisateur note dans un petit coin les petits soucis ou les choses qu'il faudrait faire évoluer. Mais je pense qu'il faut prendre du temps. Et en même temps, ça permet d'intégrer aussi la notion d'amélioration continue. C'est-à-dire que les utilisateurs peuvent amener des propositions intéressantes. Et ensuite, on fait un petit peu le tri. Donc on s'est laissé une journée avec l'intégrateur pour faire cette opération-là. Parce que le CRM évolue toujours selon la stratégie de l'entreprise, les besoins, etc. Tout simplement, on ajoute des fonctionnalités où on peut développer par exemple le service client, le marketing, etc. Alors, le ROI d'un outil CRM, souvent, c'est pas facile à calculer. Alors, moi, je vous ai mis quelques indicateurs. Par exemple, le temps économisé pour les visites des commerciaux. Au lieu de passer tant de temps à gérer des trajets, etc., ils peuvent calculer leur tournée ou voir qui ils vont appeler. Réduire le temps d'appel en se concentrant sur ce qui est plus important. Concentration sur les clients les plus rentables avec des techniques ABC, avec par exemple des catégorisations, réduction des NPI, des bounce, email, des désabonnements, la vente de produits complémentaires également, la segmentation, la réduction de temps de traitement des leads, tu disais pour répondre à un devis de quelques jours à 24 heures, l'amélioration du taux d'ouverture des emails, la réduction du temps passé à faire des rapports, des prévisions de vente, etc. Et bien sûr, la satisfaction client grâce à des études de satisfaction. Alors, on arrive quasiment à la fin de la présentation. On nous a mis quand même quelques petites recommandations qui sont là un petit peu pour compléter les règles d'or. C'est trop d'informations tue l'information. Tu l'as répété vraiment très très souvent. Il faut vraiment mettre l'essentiel et ce qui va vraiment servir au client. On l'a dit tout à l'heure, garbage in, garbage out. Faites un tri dans vos données avant de les intégrer. Parce que si vous donnez un outil qui a des données qui sont erronées, fausses, tout de suite la réaction des commerciaux vont être simples, vont dire non mais c'est pas correct, de toute façon tout est faux dans votre CRM. Donc faites attention, faites un bon tri et n'hésitez pas véritablement à passer du temps à qualifier les données, à faire du tri et faire en sorte que les données qui sont dans le CRM sont véritablement correctes, quitte après à les faire compléter, parce qu'il y a certains projets qui ont été menés par Self où en fait les commerciaux étaient incentivés après sur de manière de compléter en fait le CRM avec différentes informations, par exemple des pourcentages d'emails remplis, etc. dans les fiches. Donc écouter les collaborateurs opérationnels, c'est important. Savoir ce qui se passe dans la vraie vie et ce qui se passe au niveau des directeurs, ce n'est pas toujours le cas dans les grandes structures. Donc garder de la distance et pas accepter les vérifications et les affirmations. Si on vous dit que c'est comme ça la procédure, peut-être dans la vraie vie, c'est plus simple ou c'est plus compliqué, etc. Essayer d'utiliser l'outil en standard et résister à la tentation de trop développer et faire une usine à gaz qui sera un peu compliquée à maintenir et à faire évoluer au gré des versions. Mettre en œuvre rapidement les fonctions basiques et utilisées quotidiennement, on a dit, où ça aura un impact maximum au départ. Ne pas imposer sans concertation, c'est expliquer un projet humain avant tout pour expliquer pourquoi ça fera gagner du temps. On dit souvent également calmer les fougueux et rassurer les craintifs. Il y a certaines personnes qui vont dire on va tout révolutionner dans l'entreprise, il faut tout changer. Et d'autres qui vont dire non, il ne faut surtout pas changer mes petites habitudes. Il faut trouver en fait le chemin entre les deux pour trouver une solution qui va être la meilleure pour tout le monde. Et bien entendu, on l'a rappelé, le rôle important entre l'entreprise et l'intégrateur, ce n'est pas vraiment un rôle de donneur d'ordre, mais vraiment un travail collaboratif entre le client qui a un besoin et le partenaire qui parfois doit l'aider justement à faire ses choix. Fêter les petites victoires, un projet de communication de temps en temps, fêter avec une petite coupe de champagne ou des petits fours ou des petits gâteaux ou du jus d'orange en tout cas, pour dire ok on avance dans le projet, ça avance, ça aide un petit peu et montrer que ça sert véritablement dans l'entreprise. Et toujours après faire évoluer le projet, puisque comme je disais, un CRM évolue au gré de la stratégie de l'entreprise et ce qui est vrai maintenant ne sera pas forcément vrai demain parce qu'il y a l'économie qui change, l'environnement, la concurrence, etc. Donc toujours se dire que mon CRM va évoluer et va m'aider en compagnie. Et dernier point, faire simple et toujours faire simple.
Alors la conclusion, je vais vous laisser peut-être plutôt Antoine et Denis vous dire quelques mots. Hein. Nous, en tant que éditeur, on va dire juste que le CRM, c'est pas une solution miracle, mais qu'il faut surtout communiquer. Mais je laisserai juste Antoine et puis donc Denis dire un petit mot et je laisserai la place au suivant. Je commence. Bon, on va faire très court. Non, mais globalement, enfin, je crois que tout est dit. Moi, en résumé, je vous invite, si vous voulez vous lancer dans l'aventure de la CRM, donc pensez effectivement à faire le plus simple possible et à partir sur le standard. Calmer les fougueux, je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et puis voilà, management du changement, plus votre structure est grande, est lourde, plus vous avez des outils existants. Hein, moi j'avais la chose simple, on est 40 PME, pas d'outils existants, donc voilà, je l'ai plutôt joué sur du velours. Pour les gens qui ont un outil existant qu'il faut faire évoluer les mentalités, c'est pas simple. Donc voilà, j'ai envie de dire, soyez vigilants sur ces points-là, et puis tout le reste, ils savent très bien faire. Donc, voilà. Antoine, un dernier mot et on vous... Je te laisse. Oui, l'objectif qu'on a, c'est que les clients soient satisfaits. Ça, c'est le point le plus important. Donc, et pour le faire, il faut qu'on travaille ensemble, qu'on soit à votre écoute et il n'y a pas une seule approche clé, il n'y a pas une seule méthode. Il y a les besoins du client. Il faut justement simplifier, beaucoup de pragmatisme et d'expérience que toute l'équipe de Self et vos équipes travaillent bien ensemble. Et je suis content que ça soit bien passé avec Denis, avec tous nos clients. Voilà. Et donc, c'est ça mon... Alors, si vous voulez avoir plus d'informations ou une démonstration, rendez-vous sur le stand stage. On est juste à l'entrée. Merci à tous. Au revoir. 28, oui.